Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier. C'est un artiste, c'est un danseur et plus particulièrement un breaker. Et je suis ravie d'accueillir Tiro. Bienvenue sur la chaîne Kwega. Merci. Présente-toi de la façon dont tu le souhaites. Donc moi c'est Tiro, de mon vrai nom Tiro Manatupea. J'ai 32 ans, je viens de Bruxelles. Je suis d'origine congolaise et polynésienne et je danse depuis 17 ans. Je fais du break depuis 17 ans. Voilà. Du break pro, hein? Break pro depuis 10-11 ans. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu les titres qui sont à ton actif? Donc ouais, en break, j'ai gagné pas mal de titres, dont la plupart je ne me souviens pas. Tu vois, parce que j'ai dansé depuis quand même assez longtemps, mais dans les grandes lignes, j'ai gagné 5 fois le championnat de Belgique. Enfin 5 fois champion de Belgique, donc de compétitions différentes. Donc le Botti Benelux, le Red Bull BC One et le championnat de Belgique fédéré reconnu par les instances sportives, qui a eu lieu récemment. J'ai gagné le championnat de Belgique en groupe également, le Battle of the Year en groupe. J'ai gagné le UK B-Boy Championship en groupe, mais ça c'est pas avec mon propre groupe, c'était avec un groupe freestyle qu'on a composé là-bas. J'ai gagné d'autres compétitions internationales dont je ne me souviens plus le nom malheureusement. Ok. Parce que, non mais attends, là c'est déjà, c'est du lourd là ce que tu nous balances là. Non. Je sais pas si les gens vous rendez compte, mais gagner des compétitions pareilles, c'est pas donné à tout le monde. Franchement, et Tiro est très modeste, hein, comme vous l'entendez. Il n'est pas dans le waouh comme nous autres là. Donc non, franchement, c'est une belle success stories que j'ai envie de partager en tout cas avec vous à travers Tiro. Parce que vraiment son parcours est exemplaire. Comment tout cela a commencé pour toi? D'où est venue la passion pour le break? Comment tu as commencé à te faire une petite place dans ce milieu? J'ai commencé la danse début 2005 via une école de danse qui s'appelait la Hip Hop Family. Et en amont, en fait, on a eu un film qui est sorti, qui a fait un gros boom à Bruxelles, qui s'appelait Street Dancer, ou You Got Served en anglais. Moi, ce film, il m'a beaucoup motivé parce que c'était un film qui tournait autour des battles, tu vois. Donc du coup, quand moi j'ai pris mes premiers cours de danse, il n'y avait pas de cours de break à l'époque. Et donc, je me suis contenté de ça pendant les premiers mois, tu vois, pendant 6 mois, 1 an, jusqu'à ce qu'un cours de break se fasse. Mais il se faisait pas dans la même salle, il se faisait à Saint-Gilles, or que l'école était située au Palais du Midi. Ah ouais, je me rappelle. Voilà. Qui vont détruire d'ailleurs bientôt. Voilà, ils vont détruire le Palais du Midi malheureusement. Oh, je me rappelle, moi j'avais commencé là-bas avec Tom, avec DDC à l'époque. Mais il y en a beaucoup qui ont commencé là-bas. Ouais, c'était fort. Hein. Et donc moi à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Bruxelles, c'était assez dangereux, honnêtement, parce qu'il y avait le phénomène de bande. C'était beaucoup entre noirs, malheureusement. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de morts pendant cette période-là. Et donc, ma mère était très soucieuse de mon état de santé, parce que je me baladais un peu dans Bruxelles, tu vois. Donc, moi, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir, j'ai eu mon premier prof, donc mon premier cours de break, avec mon premier prof qui s'appelait Chucky, de Ocean Crew. Il m'a appris mes premiers moves, les premières bases, tu vois. Big up à Chucky, by the way. À ce moment-là, lui et son groupe étaient très demandés parce qu'ils avaient fait un boom sur le circuit, donc ils voyageaient assez souvent, il n'était pas très présent. Ouais. Donc en parallèle, il y a eu un autre prof que j'ai eu qui s'appelait Héritier, que d'autres connaissent sous le nom de coach, notamment pour Lil Time Crew, qui m'a appris aussi d'autres mouvements de break et tout ça. Et donc là, Chucky, après ça, il m'a conseillé d'aller voir les breakers à Gare du Nord et m'entraîner avec eux. Sauf que moi, je suis quelqu'un de timide, maladif de base. Et donc, j'ai mis pas mal de temps avant de me connecter avec ces gens-là. Déjà que c'était un peu une rumeur à Bruxelles qu'il y avait des breakers à Gare du Nord, tu vois. Donc, j'ai dû un peu sécher les cours pendant quelques semaines pour pouvoir les attraper et prendre quelques semaines de plus pour pouvoir les approcher, tu vois. Ouais. Donc, dès que la connexion s'est faite, c'était parti, tu vois. J'ai continué la danse depuis et c'était, à mes débuts, c'était du midi-minuit parce que faut savoir qu'à ce moment-là, c'était difficile à la maison. Donc, moi, je suis un peu à la maison avec le break, tu vois.
Mais attends, pour que les gens écoutent, tu vas pas me dire que tu danses de midi à minuit non-stop? Non, ben, sur le midi-minuit, allez, c'est 4-5 heures d'entraînement réel. Et le reste, c'est que de la rigolade parce qu'on était entre potes et on rigolait beaucoup, tu vois. Et ça évitait aussi de traîner un peu dans les rues à ne rien faire, quoi. Ouais, bon, traîner à Gare du Nord, c'est pas un endroit, tu vois, recommandé ou recommandable. Il faut savoir que la Gare du Nord, c'est un peu un microcosme où tu as les dealers, les immigrés, les SDF, les gens qui vont à la rue à côté, sans citer de nom. Le problème, c'est bagarre, tout ça, tu vois. Donc voilà, c'était pas forcément facile tous les jours. C'est peut-être quelque chose que je conseillerais pas à tout le monde. Moi, j'étais un peu une tête brûlée à l'époque. Donc voilà. Puis, donc, pour aller sur mon parcours, moi, ça a été très précoce parce que j'ai commencé mes compétitions assez tôt. Ouais. Tu vois, j'ai commencé à quelques mois de danse où j'ai fait ma première compétition et c'est surtout le premier battle qui m'a beaucoup piqué parce que j'en voulais plus, tout simplement. Hein. Et après combien de mois de danse tu as commencé? J'avais 4 mois, 5 mois de danse peut-être. Waouh, avec un entraînement assidu. En fait, si tu veux, on n'était pas dans la performance, tu vois. C'était vraiment pour s'amuser. En fait, à cette époque-là, la danse, il n'y avait pas de perspective d'avenir. On faisait de la danse parce qu'on voulait faire de la danse. On voulait s'amuser, tu vois. Ouais. Et ça ne tenait qu'à nous de professionnaliser la chose. Tu comprends? Et créer nos propres opportunités. C'est surtout ça la différence entre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as les réseaux, tu as beaucoup d'opportunités et beaucoup de structures qui te permettent d'avoir une carrière ou d'entrevoir une carrière, tu vois. C'est ça. À l'époque, c'était différent. Si tu voulais aller au battle, tu y allais. Si tu voulais pas, ça ne tient qu'à toi, en fait, tu vois. Si tu voulais faire des cours, tu pouvais le faire, mais si tu voulais pas, ça ne tenait qu'à toi, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'étais arrivé dans une communauté. Il faut savoir que y a beaucoup de musulmans aussi dans le break. Et eux ont cette vision de voir la danse dans un sens où ils la commencent et puis il y a un jour, ils savent très bien qu'ils vont l'arrêter. Pourquoi? Parce que soit c'est la vie il faut trouver du travail ou ils veulent approfondir leur connaissance de la religion et tu sais, la danse, la religion, c'est pas quelque chose de très compatible et donc du coup, à un moment ils mettent ça de côté, tu vois. Et donc moi j'ai grandi avec cette perspective-là. À un moment, je vais devoir arrêter parce que, voilà, il y a un temps pour la danse et puis il y a un temps pour la vie, tu vois. Donc à ce moment-là, on n'avait pas cette perspective en mode, plus tard, on va faire des carrières, on va essayer de évoluer là-dedans. Ouais. Parce qu'en même temps, peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas la structure en place. Aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, ça facilite tout. Aujourd'hui, il y a des agents, il y a des contrats. Donc, à l'époque, il n'y avait pas ce mindset-là et cette structure-là en place, en fait. Oui et non. Oui, parce qu'il y avait déjà une structure internationale qui s'est créée depuis 2001, tu vois. D'accord. C'est juste que nous, comme étant un petit pays, petite mentalité, et on ne se voyait pas là, en fait. Tu vois. J'avoue. Je me souviens que les premières vidéos que moi je voyais, c'était Red Bull BC One et tout ça. Et je voyais ça, mais je ne me projetais pas là-bas. Je n'osais pas me projeter là-bas parce que c'est trop loin pour moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'y avait pas de plateforme me permettant à moi de me dire que je pouvais avoir accès à ce genre de stage, de scène. Parce que, voilà, petit pays, tu vois. Mais bien plus tard, les choses se sont créées en fait. Il y a des opportunités qui se sont créées bien plus tard. Donc, on a commencé à avoir des échéances du Red Bull en Belgique. Donc, on a eu le championnat belge qui s'appelait à l'époque le Red Bull Tech One, qui est devenu plus tard le Red Bull BC One Cypher, tu vois. Et au fait, bête question, BC, ça veut dire quoi? Je sais pas du tout. Alors là, même moi, je suis pas au courant du tout. Ok, bon, on va chercher sur le net. Et donc, du coup, ouais, voilà. Tout le truc est venu de là. Et en fait, là où moi, j'ai voulu commencer à me professionnaliser, c'est quand moi, je me suis fixé l'objectif de gagner cette compétition-là. D'accord. Tu vois? Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était donc moi, j'ai commencé les compétitions, les one-one. Parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs catégories. Donc, tu as les battles en groupe. Et puis, tu as les battles 2 contre 2, 3 contre 3. Ça reste du groupe. Et puis, tu as les compétitions individuelles. Ouais. Okay. Quand moi j'ai commencé, l'accent était beaucoup mis sur le côté groupe, parce que y avait beaucoup de groupes et c'était des beaux battles à regarder. Et petit à petit, les battles de type individuel sont arrivés, tu vois.
moi, j'ai gagné mon premier Red Bull en 2016 et mon premier Boti en 2013. 2013, j'ai gagné mon premier championnat de Belgique, mais c'était pas le Red Bull. Okay, wow. Parce que Red Bull, c'était encore un niveau au-dessus, je dirais. D'accord. Parce que quand tu arrives sur ce genre de scène, tu sais, c'est un peu une compétition très sportive, mais tu n'as pas l'entraînement sportif adéquat, en fait. D'accord. Et donc, du coup, tu dois pouvoir être autodidacte et toi-même créer ton espèce de programme et ton espèce d'entraînement qui te permettra justement de gagner. Tu comprends ? Donc moi, j'ai participé à cette compétition maintes et maintes fois. Je crois que je l'ai fait 6 fois avant de la gagner une fois. Ouais, j'ai fait 6 fois avant de la gagner une fois. T'as charbonné, hein ? Vraiment. T'as rien lâché, Vraiment. Mais dis-toi que il y a une de ces compétitions, donc en 2013. Voilà, c'est là où il y a eu le vrai déclic. En 2013, j'y ai participé, j'avais perdu et je me souviens que j'avais pleuré ce jour-là. J'avais pleuré parce que cette compétition, elle arrive tous les années le 1er mai. D'accord. Okay. Et quand j'avais perdu cette édition-là, je me disais plus jamais. Et j'ai arrêté le break 3 mois. J'ai arrêté le break 3 mois. Et cette année-là, il y avait le street workout qui était en train de faire un boom partout dans le monde, en vérité, tu vois. Je me rappelle. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, viens, si tu veux, il y a un groupe d'entraînement à Georges-Henri, à Woluwe, là, dans le parc Georges-Henri. Tout le monde s'entraîne, c'est une bonne ambiance et tout. Et moi, je voulais faire autre chose à ce moment-là, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à pratiquer le sport que je déteste à la base. Je déteste le sport. J'aime beaucoup le break, mais j'aime pas le sport, tu vois. Okay. Et donc, j'ai commencé à m'y mettre et j'ai vu des résultats après 2-3 semaines, tu vois. Mon physique, il a commencé à changer, mes performances, elles ont commencé à changer, le regard des gens a commencé à changer parce que j'étais passé de très, très, très maigre à j'étais devenu assez musclé, aux tablettes de chocolat. Voilà, tu vois. Aux tablettes croquantes. Hein. Et donc, du coup, il y a une prise de conscience qui s'est faite là et je me suis rendu compte qu'en fait, mais grâce à ça, je pouvais combiner ça au break. Et je commençais à trouver une formule en fait pour pouvoir gagner, tu vois. C'est ça. Et donc du coup, j'ai commencé à petit peaufiner. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue, tu vois. Mais j'ai peaufiné cette espèce de schéma d'entraînement. Et ça m'a permis de gagner 2 fois le Red Bull grâce à ça, tu vois. Waouh. Non, franchement, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte. Et je pense quand même beaucoup de danseurs, en fait, quand ils commencent, n'ont pas conscience que certes, il y a l'art du mouvement, mais également l'art de prendre soin de son corps, en fait. Et juste, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous les artistes, en fait, qui ont envie de pousser leur niveau plus loin? Parfois, cette partie même est méconnue ou négligée. Quels conseils tu pourrais donner aux gens, justement, par rapport à ça? Si tu veux, en fait, tu dois voir un peu, parce que nous, le break, c'est un peu, c'est obvious, dans le sens où comme on fait des choses assez techniques, tu sais, c'est assez spectaculaire, donc intuitivement, ça te dit que ça t'amène à avoir une certaine condition physique, tu vois. C'est ça. Malheureusement, pour les danseurs debout, ils se rendent pas compte que des fois, ils usent leurs articulations et ils en prennent pas soin, tu vois. Il y en a, ils le font. Et on a des choses à apprendre d'autres disciplines comme le cirque, les contemporains et tout ça, parce qu'eux, ils ont une certaine discipline dans leur domaine qui les amène à avoir cette conscience, justement, prendre soin de leur corps, tu vois. Nous, comme on est un peu des danseurs de rue, on voit un peu les choses trop en mode street, tu vois ce que je veux Exactement. dire? On se dit, c'est tiré, c'est pas pour moi, moi je suis un vrai, je tire pas. Je suis un dur, j'ai pas besoin de ça. Exactement, et donc tu as toute une génération, la génération qui m'a précédé, qui se sont blessés de partout parce qu'ils ont jamais pris soin de leur corps, tu vois. Et de l'autre côté, tu as la partie artistique qui est super importante, où tu dois développer une identité, un style qui t'est propre, tu vois. Tu dois pouvoir combiner les deux. Donc moi, le conseil que je donnerais déjà de 1 sur la partie physique, c'est d'apprendre à se connaître. Et avoir l'humilité d'apprendre à nouveau. Tu vois, il y a le problème, c'est que souvent les gens, ils ont ce souci d'ego de ne pas vouloir réapprendre et pas vouloir se remettre dans la peau de l'étudiant, tu vois, et de toujours penser qu'ils en savent plus que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut avoir cette humilité de redescendre d'un cran, réapprendre les choses du début et puis voilà, évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être juste essayer d'apprendre aussi d'autres gens. Il y a des gens qui peuvent
d'apprendre beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et donc voilà, apprendre Mais à connaître son corps, tu vois. Mais réapprendre d'autres disciplines ou apprendre, comment dire, apprendre soin de son corps à De travers... partout, de partout. Parce que moi, si tu veux... À travers le fitness ou quoi. Voilà. J'ai un ami, par exemple, là récemment, qui m'a montré un livre d'anatomie. Ouais. Et je lui disais, tu sais, j'ai des problèmes à la nuque. Voilà, j'ai souvent, quand je me réveille, j'ai ma nuque qui est bloquée. Il me dit, ouais, mais tu sais, les points d'insertion, ils se trouvent derrière le crâne. Il me dit, si tu arrives à masser cette zone-là, ça peut relaxer le muscle qui se trouve au niveau de tes vertèbres, tu vois. Et bien ça, avoir des connaissances en anatomie, c'est hyper important. Surtout que quand toi, tu as un danseur, ton premier outil, c'est ton corps. Exactement. Le deuxième, c'est l'esprit. Mais le premier, c'est ton corps. Si ton corps ne fonctionne pas ou si ton corps a des problèmes, peu importe comment l'esprit il entrevoit les choses, ton corps il va s'arrêter au bout d'un moment, tu comprends? Donc il faut pas limiter la somme de connaissances qu'on peut avoir. Il faut essayer d'aller chercher partout et d'essayer de rester réaliste et de savoir comment filtrer l'information. Tu sais, il y a tellement d'informations partout qu'à un moment, il faut être capable de la filtrer. Des fois même, demander à des professionnels, tu vois. C'est ça. Les mecs, des kinés. Exactement. Les gars, ils sont d'accord des fois de partager, de donner des bons conseils, tu vois. Donc ouais, à ce niveau-là, faut pas hésiter en fait. Faut vraiment essayer de reprendre les choses à zéro. Et il est jamais trop tard en fait pour commencer, tu vois. Faut pas se dire oh aujourd'hui j'ai 30 ans parce que moi quand j'ai commencé, on disait que à 30 ans les breakers ils pourraient pas parce qu'ils forcent trop sur leurs muscles, sur leurs articulations. Alors qu'aujourd'hui tu as des gars qui ont la quarantaine qui gagnent des battles et des battles internationaux, tu vois. C'est ça, waouh. Donc du coup ouais, faut pas se limiter en fait. Faut vraiment pas se limiter, faut pas même par rapport à l'âge. Tu peux commencer aujourd'hui à faire du sport de manière intensive. C'est juste que je pense que là où il faut imposer des limites, c'est ça ne sert à rien de s'entraîner comme un athlète, d'avoir une discipline de fer, si c'est pas pour utiliser tous ces entraînements-là, tu vois. Tu peux t'entraîner de manière régulière, tranquille, sans forcément aller chercher... Après, il y a des gens, ils aiment ça, hein, c'est leur... tu vois, c'est pas de drogue, mais voilà, c'est leur truc dans la vie, tu vois. Mais bon, voilà, vraiment, du côté physique, moi, c'est le conseil que je donnerais. Du côté artistique, je trouve que le problème de beaucoup de danseurs aujourd'hui, c'est que ils veulent développer un style sans forcément développer leur base. Et le problème, c'est qu'allez, on va parler du style hip-hop. Dans le style hip-hop, il y a des bases, tu vois. Exact. Oui, je sais que le hip-hop, c'est beaucoup d'éléments, de composantes qui sont pris de plusieurs cultures et tout, mais il y a des bases qui font que quand tu pratiques ces bases-là, c'est du hip-hop, tu vois. Comme le contemporain, comme le jazz rock, comme toutes ces autres danses-là, tu vois. Toutes les disciplines ont leur Exactement. base. Donc du coup, tu dois pouvoir d'abord maîtriser ces bases-là, jouer de ces bases-là, donc te les approprier, et ensuite créer ta propre esthétique, tu vois. On doit pouvoir te différencier de tous les autres danseurs. Ce qui se passe dans les compétitions, et surtout dans des compétitions à très haut niveau, en fait, il y a un moment, ça va au-delà des moves. Tu comprends? Le tout est acquis, en fait. Pour nous, au bout d'un moment, il y a un socle commun à tout le monde. Les moves, ils sont acquis. On sait tous faire tout. C'est tous tout faire. Tu comprends? Et donc, du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas passer au-dessus du gars qui est en face de toi? Parce que tous les deux, vous savez faire ce que... Vous avez la base. Et c'est là que le côté artistique qui prend le jeu, c'est ton personnage, ton esthétique, tes concepts, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu dois se différencier. Exactement, exactement. Ouais. Un peu plus difficile à faire dans la danse debout, tu vois, mais c'est toujours possible en fait. Tu comprends? Je trouve qu'aujourd'hui la danse c'est un peu devenu comme la musique, dans le sens où tu as un peu tout le monde qui fait la même chose et qui utilise à peu près les mêmes thèmes. Tu comprends? Par exemple, dans la musique, tout le monde utilise les mêmes thèmes, parle des mêmes choses, utilise les mêmes sons, les mêmes sonorités, et donc du coup, certes, le visage change, mais le jeu est toujours le même, tu comprends? Donc du coup, vouloir se différencier, ça demande des risques, hein, il faut prendre des risques et pas hésiter. Et aussi, ça c'est par exemple, ça c'est une composante très difficile à appréhender, c'est sa propre personnalité. En fait, il faut être capable de sortir son soi et le faire... sa zone de confort. Exactement, tu vois. Parce qu'à un moment sur scène, en fait, c'est là où moi je m'en suis rendu compte, parce que là récemment, moi j'ai été invité pour le Red Bull BC One. D'accord. Tu vois. Donc j'ai eu la wildcard. Je suis le premier Belge à avoir ce type d'invitation. Félicitations, dis. Merci. Ouais, non, et c'est bien. Donc du coup, il faut te dire la scène. Donc cette année-là, c'était à Paris au stade du Roland-Garros.
Ouais. C'est 15 000 places. Ils en ont rempli entre 8 et 10 000. Assumer sa personnalité devant 8 à 10 000 personnes, je peux t'assurer que c'est quelque chose de très difficile à faire. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils viennent pour te voir toi. C'est pas comme un concert où tu sais qu'il y a un artiste et puis il y a ses danseurs derrière et les gens ils se concentrent sur les lumières. Non, là on veut te voir toi. Tiro, toi t'as fait ça toi. Et donc du coup, le moindre de tes faits et gestes va être épié. Tu comprends? Parce qu'on veut ressentir quelque chose, on veut que tu nous fasses ressentir quelque chose. En même temps, les gens viennent aussi pour toi parce que c'est toi. C'est ça. Parce que tu es différent des autres. Ne pas s'emporter pendant ce moment-là. Tu vois ça, c'est vrai, rester concentré. Donc, garder un self-control total. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait que tu deviens un très très bon danseur. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté entertainment qu'il y a dans le hip-hop. Ça, c'est à cause des États-Unis, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, ils mettent beaucoup l'accent sur le divertissement et être capable de divertir un public. Je dirais pas que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est difficilement maîtrisable. Tu vois, de pas partir dans tous les sens, de rester concentré, rester sur le. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Non, je vois très bien. Le faire de manière non verbale, c'est aussi difficile. Tu vois, parce que tu as envie de t'emporter, tu as envie de faire plein de choses. Parce qu'il y a l'euphorie, en fait, qu'il y a l'excitation, parce que, waouh, c'est incroyable, quoi. Tu veux, je peux te donner une bonne anecdote. Donc, moi, quand je suis allé sur scène, déjà, monter sur, tu sais, ils te font passer devant des espèces de lumières et tout. Tu arrives, tu as les caméras devant toi. Déjà, tu as une euphorie de malade. C'est ça, alors que tu dois garder le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, je me souviens, j'avais fait une entrée, j'étais rentré, j'avais fait Bogle, j'avais fait un truc bizarre. Et puis, je suis monté sur scène. Et sur scène, je me suis senti en confiance totale, tu vois. Je me suis dit, c'est pas le moment. En fait, il n'y a pas le droit au doute. C'est pas le droit, tu vois ce que je veux dire? Et donc, après mon premier passage, je me souviens, j'avais envoyé un énorme passage. Et là, tu as la foule qui crie. 10 000 personnes qui crient pour toi. C'est incroyable. Ça te donne une adrénaline. Ça te prend aux tripes comme ça. C'est hyper dur de ne pas s'emporter. Mais tu vois, rester concentré, réfléchir à ces passages, parce que c'est ça le plus difficile, tu vois. Quand tu fais des compétitions, le difficile, en fait, c'est... Tu as plein d'éléments extérieurs qui peuvent te perturber. Exact. Tu sais, tu as la lumière, tu as la musique, tu as les gens, tu as le regard des gens, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu dois pouvoir être capable de, dans ton esprit, rester calme et utiliser les bons éléments au bon moment, tu vois? Pouvoir être capable d'écouter la musique tout en sachant exécuter tes mouvements et en essayant de continuer donc ton storytelling de manière cohérente, tu vois? J'essaie de résumer un peu, hein, mais c'est un peu plus complexe que ça. Non, mais c'est ça. Et puis tout en voyant qui tu es en face de toi, en fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que c'est important de passer des échelons. Tu vois, tu passes pas de zéro à la scène du Red Bull comme ça. Tu vois, exactement. Tu passes des échelons. Et c'est un travail de longue haleine, de compétition, de rigueur, de discipline, de travail en amont. À la fois sur les mouvements, mais également sur toi en tant qu'athlète. Voilà, ta personne. Tu parce que mine de rien, il y a le souffle aussi. Faut tenir. Hein. Et quand je vous vois faire les trucs au sol, là, c'est pas donné, quoi. Il y a la musculation, il y a plein d'éléments comme ça dont on se rend pas compte, mais ça joue énormément dans cette discipline. Même surtout mental. Et le mental, ouais. Le mental, et dis-toi que je pense que le mental, il est beaucoup plus important que tout le reste. Parce que ça, c'est par expérience. Il y a beaucoup, en fait, malheureusement, t'en as beaucoup des fois qui finissent mal à cause de la danse. Pourquoi? Parce que il y a un truc qui se différencie du sport, c'est que la danse, quand tu fais quelque chose pour la danse, tu y mets un petit peu de ta personne. Tu comprends? Et cette personne-là, si elle ne plaît pas aux gens, ben ça t'affecte directement. Et donc, du coup, tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Or que c'est juste un essai, tu vois, dans le fond, si tu arrives à garder du recul sur toutes ces choses-là, et ben du coup, tu peux dire, bon, ben j'ai raté aujourd'hui, je recommencerai. Il y a des gens qui n'arrive pas à faire ça. Des gens qui n'arrivent pas à avoir ce recul-là. Et donc, du coup, mentalement, ils vont commencer à cogiter. Et malheureusement, dans la danse, ben, tout le monde n'est pas sain. Hein. Il y a des gens qui fument, et ça les aide à cogiter encore plus. Et des fois, ben voilà, ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui se sont fixés à cause de ces choses-là, et ça les frustre encore plus, tu vois. Ouais. Il y a un fléau dans la danse dont pas beaucoup de gens parlent, mais c'est la frustration excessive.
Il y a des gens vraiment qui finissent mal à cause de cette frustration-là. C'est vrai que moi, je ne m'en rendais pas compte. On ne s'en rend pas beaucoup compte, mais tu en as beaucoup qui finissent aigris, frustrés parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs et parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance en tant que tel, tu vois. Ça, c'est vrai. Ça, Ouais, il y a beaucoup d'ego, n'empêche. Hein, dans... Pourquoi ? Parce que tu y mets ta personne, en fait. Effectivement. Tu vois. Donc, quand c'est toi, quand c'est toute ton âme que tu mets dans un truc, la performance, ça arrive. Il y a des jours, ça va, des jours, ça va pas. Comme les battles, là, il y a des jours, on gagne, il y a des jours, on perd. Exactement. Et quand c'est un peu de ta personne et que ça passe pas et que toi, dans ton inconscient, tu t'es dit, allez, j'ai tout donné pour ça. Et que tu n'y arrives pas, c'est encore pire, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué avec la danse, c'est parce que, comme, en fait, il n'y a pas de réel... En tout cas, moi, à mon époque, je parle de ça il y a 10 ans, on n'avait pas de sauf-conduit, tu vois. Tu ne savais pas si tu allais réussir ou pas. Et donc, du coup, c'était un risque pour toi si tu donnais à fond. Donc, si tu consacrais tout ton temps à ça, là, il y avait un risque que tu n'en tires rien, en fait. C'est ça. Tu comprends ? Personne ne se projetait réellement. Tu vois, bon, aujourd'hui, on a vu que finalement, oui, ça peut payer, tu vois. On ne savait même pas qu'on pouvait faire une carrière dans ce domaine-là. Exactement. Tu vois, et moi, je reste dans ce truc-là, parce qu'à un moment, je vais m'arrêter. Bien sûr, je vais continuer la danse, mais je vais arrêter la compétition, tu vois, parce que ça demande beaucoup de temps. En fait, ça demande beaucoup de temps, de sacrifices. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices sociaux, tu vois, socialement. Personnellement, j'ai pas eu de vie pendant très longtemps parce que, mais voilà, moi, je sortais pas parce que moi, je préfère aller m'entraîner. C'est ça. Tu vois. Et donc, du coup, voilà, c'est le genre de sacrifice que tu es amené à faire pour pouvoir arriver à certains sommets. Et bien, il faut être prêt déjà à faire ces sacrifices-là, tu vois. Et c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Moi, c'est mon objectif à moi. Il y en a, ils préfèrent être... juste s'amuser, passer du bon temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas nécessaire, c'est pas un objectif en soi. Maintenant, si quelqu'un veut arriver à des sommets dans n'importe quel domaine, il faut être obsédé par ce truc-là. C'est la seule façon de pouvoir continuer à avancer. Pourquoi ? Parce que tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas. Tu vois, tu es obligé de passer du temps sur des trucs... il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui sont, dans lesquelles tu peux t'épanouir, mais pour arriver à ce truc-là, il y a des moments où... Le plus difficile dans la danse, c'est aussi d'avoir une longévité sur la danse. Ouais. Tu vois, d'être connu sur un long... J'avoue. Je pense que moi, c'est un des trucs que j'ai réussi, parce que ça fait depuis 2013 que je suis dans le circuit international, tu vois. Et depuis 2013, mon nom, il n'a jamais été plus haut ou plus bas, il est toujours resté au même endroit. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi à garder ce truc-là, tu vois. Il y a la hype. Et donc, voilà, pendant un certain temps, tu seras connu, tu vois, tu seras connu, reconnu, et puis à un moment, ça descend, parce qu'on a tous nos moments de gloire. Exactement, et puis la vie fait que parfois, il y a des priorités, il y a des hauts et des bas, Exactement. Et le focus est différent. Nous ne sommes pas des robots, quoi. C'est ça, donc, il y a des moments aussi où on a plus d'énergie que d'autres. C'est ça, et puis des fois, il faut juste s'arrêter au bon moment, tu vois. Ouais. Si tu estimes que ce que tu as fait, c'est bon, voilà, tu t'arrêtes et c'est pas grave en vrai, tu vois. Maintenant, le truc qui pour moi est important, et moi c'est ce que je commence à faire, c'est juste rendre un petit peu aux plus jeunes, rendre à la communauté. Moi j'ai pris ma place à un moment et aujourd'hui je peux leur apporter une expérience, une expertise dans comment atteindre un certain niveau, tu vois. Mais pour ça, il faut que je mette en place des plateformes. Je suis en train de faire mon association justement Insolite-là, tu vois. Bien. Mettre des plateformes. Exactement. Et mettre une plateforme en place pour que eux aussi, après, s'ils arrivent à atteindre ce niveau-là, ils peuvent entrevoir une perspective d'avenir, tu vois. Donc ça, c'est je trouve qu'en Belgique, on a eu ce gap, on a eu un fossé entre une certaine génération et la mienne, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un trou et on savait plus quoi faire. Nous les jeunes, on était là, on s'entraînait, mais voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis qu'en France, ils ont eu ce truc où tu avais les anciens, ou une partie des anciens, qui, eux, ils ont peut-être arrêté la danse, mais ils se sont mis dans l'événementiel. Okay. Et grâce à ça, ils ont créé une plateforme sur laquelle tu avais les plus jeunes qui ont pu venir s'épanouir, ou ne serait-ce que danser, ou s'exprimer. Et qui sait, de là, créer une carrière, ou peut-être juste s'arrêter. Mais au moins, grâce à ça, ils ont pu savoir où ils en sont. Tu ne peux pas juste prendre. Juste rester, prendre le temps, l'argent des gens, et puis moi ne jamais donner, tu vois. Donc voilà, moi maintenant ce que je fais, comme j'ai appris le break, moi j'ai appris le break gratuitement quasiment, tu vois. Donc moi quand quelqu'un vient chez moi me demander des conseils, je les donne gratuitement, tu vois. Après c'est vrai que j'organise des cours, privés où je donne là des trucs un peu plus approfondis, tu vois. C'est ça. Mais sinon non, si on a des entraînements on a des entraînements dans des salles communes,
où tout le monde vient s'entraîner. Il y a des plus jeunes qui viennent. Bon, après, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec l'image et un peu le star system qui se fait, t'as des jeunes qui sont un peu impressionnés par moi. Et donc, ils vont pas forcément directement venir me parler, tu vois, ou ça va leur prendre un peu de temps. Comme toi, tu étais impressionné par les gars de la gare du Nord au début. Hein. Tu as mis 2 semaines avant de les approcher. C'est plutôt du style où maintenant, déjà, j'ai eu des campagnes de pub, tu vois. Ouais. Donc, je pense que j'avais une campagne où j'avais fait une campagne pour AXA et c'était dans toute la France métropolitaine et les dom-toms, tu vois. Et puis, tu as des gens qui viennent et qui voient ça, puis on me voit à la télé, puis on me voit sur les réseaux, on me voit un peu partout. Mais c'est impressionnant, c'est normal. C'est normal, c'est ça que je dis. Mais après, moi, je reste humain, tu vois. Il y a un moment, viens, j'ai pas vocation à être supérieur aux gens, tu comprends? Voilà, moi, je fais de la compète. C'est vraiment les victoires, c'est vraiment que pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas là pour me placer au-dessus ou quoi que ce soit, parce que je peux très bien apprendre d'un jeune, comme lui peut apprendre de moi, tu vois. Ah, c'est beau ça. Souvent, l'erreur que les anciens ils font, c'est que voilà, ils pensent ne plus rien avoir à apprendre, tu vois ce que je veux dire. Moi, les jeunes, ce que je fais, c'est je les entraîne pas, je les conseille. Donc moi, je donne des voies à utiliser et il ne tient qu'à toi de les utiliser, tu comprends? J'entraîne pas vraiment, pourquoi? Parce que ma façon de m'entraîner ou ma façon d'entrevoir les choses ne peut pas forcément être bonne pour toi, tu vois. Je pense que tout le monde a une manière qui lui correspond de pouvoir apprendre et de s'entraîner, tu vois. Donc moi, ce que je fais, et en plus surtout que j'ai envie que les gens évoluent avec leur propre vision des choses. Tu comprends? C'est comme se séparer des parents. Tu vois, il y a un moment, tu dois pouvoir appréhender les choses à ta façon. Tu comprends? Bien sûr que des fois, tu reviens un petit peu à la maison pour demander conseil, tu vois. Mais tu dois pouvoir être capable d'être autodidacte et d'apprendre à ta façon, tu vois. Donc moi, je préfère conseiller et de ces conseils-là, ces jeunes-là, en les regardant, en les observant, j'ai appris des choses aussi, tu vois. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est garder cette espèce d'échange et de dialogue, tu vois. Et de dialogue, ouais. Ok. Parle-moi un peu de ta famille. Comment ça a été perçu par la famille, par les parents, par les frères et sœurs, le fait que tu te lances de manière assidue dans le break? Quel a été un petit peu le regard des parents sur le break? Parce que je sais que déjà nous, dans nos familles africaines, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Donc moi, il faut savoir déjà que j'ai eu une enfance assez particulière, tu vois, parce que j'ai été séparé de ma mère assez jeune, je l'ai re-rencontré beaucoup plus tard. Et donc du coup, moi j'ai grandi avec une certaine vision des choses et on va dire que je suis un peu un petit vagabond. Tu vois, moi j'ai pas de lien hyper profond avec ma famille, tu vois. Et donc du coup, comme je l'ai dit, j'avais eu pas mal de soucis à la maison. Je m'entendais pas très bien avec ma mère à ce moment-là, ni avec mon père, et en particulier avec mes sœurs. Je m'entendais pas du tout avec mes sœurs et ma mère à ce moment-là. Et mon père, lui, est souvent en voyage parce que je le vois une fois tous les 6 mois, tu vois. Donc du coup, quand j'ai commencé la danse, très bizarrement, ma mère elle m'a beaucoup soutenu à ce niveau-là. Et donc, ma mère m'avait emmené à la Galerie Agora pour m'acheter mes premiers survêts et tout, tu vois. Oh, sympa! C'était marrant, c'est tu vois. chouette, ça. Et je me souviens que ma mère, elle m'avait dit un truc qui m'a marqué parce que c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, tu vois, aujourd'hui, tu t'habilles comme ça, et puis tu vas faire des tresses, et puis tu vas faire des boucles d'oreilles. Elle avait tout compris, maman. J'ai fait les tresses et j'ai fini par me tatouer, tu vois. Et donc du coup, mais honnêtement, en fait, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Mais le truc, c'est que j'ai toujours eu des problèmes. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. Pas que j'étais pas intelligent ou que c'est juste que j'étais pas concentré. Je suis pas quelqu'un d'hyper concentré. J'avais beaucoup du mal avec la façon dont les gens enseignaient, tu vois. Et donc du coup, comme beaucoup d'élèves, je suis persuadée actuellement. Voilà, tu vois. Et donc du coup, ma mère, pour elle, c'était il fait de la danse, au moins voilà, il fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il fait ça le canalise. Voilà, il fait son rap, continue ton rap. Tu vois ce que je veux dire? Maman appelle ça rap, hein. Le break pour elle, c'est le rap. Voilà, exactement. Tu vois. Et donc là où il y a eu un shift, c'est que ma mère, elle commençait à me voir tous les jours à la maison m'étirer, regarder des vidéos de danse, m'étirer, essayer de dépoirer contre le mur et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais attends, c'est ta maman qui est congolaise? Ma mère qui est congolaise. Ok. Et papa? Papa polynésien. Polynésien, ok. Polynésien, tu vois. Wow. Et donc, voilà. Et à ce moment-là, j'étais pas du tout à la maison.
J'essayais de fuir la maison le plus possible. Parce que pour éviter les problèmes, j'avais vraiment pas de très bonnes relations. Les bonnes relations sont arrivées que bien plus tard, tu vois. Il faut savoir aussi l'éducation congolaise, c'est pas une éducation très facile. Je pense qu'il y a d'autres gens qui pourront se reconnaître, tu vois. Et donc voilà, après, j'ai toujours la présence d'esprit de ne pas tomber dans tout ce qui est bande, bagarre inutile et tous ces trucs-là, tu vois. Parce que parfois aussi, bon, surtout nos parents africains, là, ils font souvent des amalgames, la danse, c'est la débauche, c'est les gangs, c'est traîner avec des mauvais garçons, alors que parfois, c'est pas du tout ça, en fait. Et je pense même que la danse a sauvé énormément de gens. Moi, pour mon cas, ça a été le cas, tu vois. Après, je pense que ma mère, elle a eu... Si je devais dire... tous les voyages que j'ai fait à ma mère, elle tomberait des nues parce qu'elle savait pas. Tu vois. Il y avait des moments, dis-toi que je me souviens, je me suis mis dans des bourbiers, dans des trucs où j'étais à Lille, je crois que j'avais 15 ans, j'étais à Lille et je devais rentrer à 6h du matin, et il n'y avait plus de train. Et j'ai dormi dans une cabine téléphonique parce qu'il n'y avait pas le choix, tu vois. Et puis le lendemain matin, je rentre à la maison. Comme si de rien n'était. Ouais, le nombre de fois où ma mère elle a fermé la porte à clé, donc j'ai dû dormir dehors. Voilà, il faut dealer avec ce genre de trucs-là, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, c'est différent parce que les parents, ils suivent un peu la danse. Je crois que l'image de la danse, elle a changé, tu vois. Et là, ma mère, elle m'a vu sur le plateau du Belgium Got Talent. Depuis là, elle s'est dit... je me rappelle. Non, c'était un truc, hein. Moi-même, j'avais suivi ça. Non, Thiro, franchement, là, c'était... Bon, c'était un peu... Il y a des stories à raconter, mais ça prendrait trop de temps, tu vois. Et donc, du coup, quand ma mère, elle m'a vu là, et à partir de là, elle a commencé un peu à plus me suivre. À chaque fois que j'avais une apparition journal, presse, télé, elle montrait ça à la famille, quoi, tu vois. Et donc ça la rendait fière dans un sens. Bien sûr. Pour mon père ne sait rien du tout. Il n'est au courant de rien. Il sait même pas... En fait... Parce qu'il veut pas savoir ou parce que tu ne lui partages pas? Ça ne l'intéresse pas. Mon père, c'est quelqu'un de très terre-à-terre, où tu es ingénieur, médecin, là, tu sais, où tu as des vraies compétences. Mais pour lui, l'art, c'est pas quelque chose de... Tu sais, c'est une génération où l'art, c'est du divertissement et c'est vraiment un moment de la journée. Tu comprends? Aujourd'hui, le divertissement, ça fait partie de notre quotidien. Mon père, lui, il n'est pas au courant. Il ne sait pas que j'ai une renommée internationale. Il ne sait pas que j'ai une notoriété en Belgique. Il ne sait pas tout ça. Il s'en fout, en fait. Tu vois. Et peut-être que c'est peut-être ça qui me permet de garder les pieds sur terre et la tête entre les épaules. Parce que voilà, quand je rentre à la maison, ce n'est pas le fils. Voilà, on me traite comme n'importe qui. Et voilà, après ma mère, elle est très fière de moi, tu vois, mais c'est aussi parce que je suis son seul fils. Tu vois, et que je suis en bonne santé, j'essaie de la voir assez souvent, mais voilà, quoi. Non, pas que parce que tu es que son seul fils. Attends, Thiro, tout ce que tu as accompli et en train d'accomplir, je pense que, voilà, il y a plein de breakers ici en Belgique, mais voilà, tout le monde n'est pas arrivé à ce niveau-là, quoi. Ça commence à venir. Je pense que je fais partie des gens qui ont ouvert la porte, dans le sens où, parce que j'en parlais avec un breaker à Hong Kong, un Belge qui est devenu kiné, en fait. C'est le kiné de l'équipe nationale belge pour les JO. Donc, il me disait, et on va y revenir. Il me disait, tu sais, en fait, quand toi, t'es arrivé, t'as imposé des nouveaux standards. Imposer un certain nouveau standard pour les paddles. Et donc, du coup, grâce à ça, les gens, ils sont fixés comme point ton niveau pour pouvoir évoluer, tu vois. Et moi, je faisais partie des rares, en fait, j'ai fait partie des rares danseurs à me produire internationalement, dans le sens où moi, j'allais aux qualifications, tu vois. Je voyageais, je m'exportais pour aller faire ces battles-là parce que je voulais essayer, tu comprends? Il n'y a rien à faire, il faut bouger. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je prenais le car ou le train ou l'avion, peu importe. Et j'essayais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux te donner une bonne anecdote. Hein. En 2017, je suis allé à Philadelphie avec mon ex de l'époque. Et j'avais fait un battle qui s'appelle le Silverback. Et cette compétition, si tu veux, c'est une des compétitions qui rapportait le plus d'argent parce que le total prize money, c'était $250 000. Okay. Et c'était une des premières compétitions à lever les standards. $250 000. Oui, $250 000. Mais c'est en tout, hein, c'est vraiment un prize pool. Waouh. Et donc, du coup, c'était une des premières compétitions qui ont levé les standards, dans le sens où, à partir de ces compétitions-là, les danseurs ont commencé à être payés, plus seulement pour avoir gagné, mais pour participer.
Donc du coup, Oui, parce qu'il y a ton avion, ton hôtel. Exactement. Ouais, il faut quand même financer le trajet, quoi. Quand tu arrivais à un certain point de la compétition, tu gagnais $500. Plus tu montais, tu gagnais $500 en plus. Le gagnant, je crois, il gagnait une Rolex à 15 000 plus 10 000 dollars en cash. Okay, et tout ça, c'était que de l'argent cash, tu vois. Donc moi, j'ai été là-bas, mais vraiment sans attente particulière. Tu vois, j'allais là-bas parce que je voulais le faire, c'était un truc que je voulais faire. Et donc, je me souviens qu'on a passé les qualifications, on était 800 ou 700. Ça a duré longtemps, ça a duré super longtemps. Et je me souviens que les battles ont commencé et j'étais avec mon ex et on regardait le truc et j'avais jamais vu une compétition où les gens étaient aussi engagés, ça criait, c'est vraiment vraiment une ambiance de folie, tu vois. Rien à voir avec notre petite Belgique ici. Vraiment, tu vois. Et moi, je me retourne chez mon ex et je lui dis putain, heureusement que j'ai pas été qualifié, tu vois. Elle me dit ouais, prochaine fois, c'est pas grave, tu vois. En tout cas, on profite, tu vois ce que je veux dire. 2 battles après, on m'appelle. Vraiment, ouais, 2 battles après, on m'appelle B-Boy T-Rock, parce qu'à l'époque, je m'appelais T-Rock encore. Ouais.